Bienvenue à tous pour un nouvel épisode de notre série sur notre planète A, et sur le fait que malheureusement elle n'a pas d'alternative, il n'y a pas de planète B. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'érosion de la biodiversité et à la responsabilité humaine dans cette baisse de biodiversité. Personnellement, j'y connais pas grand-chose et du coup, j'ai fait appel à Geoffrey Moiroux, qui est écologue, maître de conf en écologie à l'Université d'Avignon. Exactement, Ok, merci beaucoup Geoffrey avec de plaisir. venir nous expliquer. J'ai préparé quelques questions et la première, bah, c'est tout bêtement, on parle beaucoup de ça. C'est quoi en fait la biodiversité? Alors, déjà d'un point de vue étymologique, hein, la biodiversité, c'est tout simplement la diversité du vivant. Bios, ça veut dire tout simplement la vie. Ok. Alors très souvent quand je parle biodiversité aux étudiants, au grand public, biodiversité pour eux ça renvoie tout simplement à la diversité des espèces, au nombre d'espèces qui vont être présentes sur la planète. C'est effectivement une façon qu'on a de mesurer la biodiversité. Donc nous sommes une espèce, de même que, le loup par exemple, le lion et cetera. Alors, ça nécessite bien évidemment, quand on fait cette assertion de dire que la biodiversité se mesure par le nombre d'espèces, de savoir ce qu'est une espèce. Et même pour les biologistes, hein, la définition, elle n'est pas si claire que ça. Parfois, les limites sont assez fines. La définition la plus commune, c'est ce qu'on va appeler selon le critère biologique, qui nous dit qu'une espèce, c'est un ensemble d'individus qui peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance qui va être viable et féconde, et tout ça dans des conditions naturelles. Ah ok, moi j'aurais dit je dirais des individus qui se ressemblent, mais non, c'est pas en fait ça, d'accord, c'est qu'ils peuvent se reproduire et avoir une descendance féconde. Exactement. Ok. C'est par exemple pour ça que quand on fait se reproduire un âne avec une jument, pour donner un mulet ou une mule, l'humain fait ça depuis de très nombreuses décennies, eh bien la descendance ne sera pas féconde, ne sera pas capable de se reproduire. C'est donc pour ça qu'on considère qu'on a bien deux espèces distinctes. C'est cet isolement génétique qui fait que on considère qu'il y a bien deux espèces distinctes. Et la notion de condition naturelle, elle est aussi importante puisque certaines espèces sont capables techniquement de se reproduire entre elles, mais ne se côtoient pas en milieu naturel. C'est par exemple ce qui va se passer pour l'individu que tu as ici, c'est ce qu'on appelle un tigron. C'est le résultat entre un tigre mâle et une lionne. Ça peut se faire en captivité, mais dans la nature, ces espèces ne se côtoient pas. Je D'accord? Donc connaissais on a bien pas des le, espèces différentes. je connaissais pas le tigrou, c'est ça? Le tigron, Le tigron. tigron, Ah tout oui, à fait. de lion, de tigre, d'accord. Exactement. D'accord, ok. Non, je trouve ça très mignon. Ok, donc une diversité entre espèces qui est la base en gros de la biodiversité, Exactement. quoi. C'est très souvent comme ça qu'on le mesure par le nombre d'espèces. Ok. Est-ce que tu as une idée d'ailleurs du nombre d'espèces? Alors, vraiment, j'avoue que il me vient des espèces d'ordre de grandeur qui sont assez différentes. Franchement, je vais faire un peu au pif, je vais dire qu'il y en a des millions. Bah, c'est ça, effectivement, il y en a des Yes. millions. Ouais, ouais. Donc, mais si tu peux projeter la Ah oui. diapositive suivante, s'il te plaît. Alors, effectivement, on a jusqu'à présent décrit un peu plus de 2,15 millions d'espèces. Là-dedans, on va retrouver plus d'un million d'espèces d'insectes. Donc, tu vois que les insectes sont vraiment dominants dans cette diversité-là. Mais on va également retrouver un peu plus de 400 000 espèces de plantes et d'autres groupes qui seront également représentés par un nombre d'espèces assez important. 1 million d'espèces d'insectes. Juste d'insectes, oui, tout à fait. Et là, franchement, je me sens un peu mal parce que je dois en connaître genre 15. Du coup, il y en a 1 million. Je me dis, mais qu'en fait, je vis dans un monde, mais sans le connaître du tout. En fait, je m'en fiche un peu du monde, quoi. Ah, j'ai trop honte, désolé. Non, mais c'est le cas de la très grande majorité des personnes. Et en plus, là, quand je parle de 2,15 millions d'espèces, c'est uniquement celles qui ont été décrites. Il faut savoir qu'on en décrit des Hmm, nouvelles chaque année, à peu près 16 à 18 000 en moyenne. ok. Et d'après ça, on estime qu'au final, on aurait entre 5 et 11 millions d'espèces sur la planète. Ça doit être trop le feu quand t'es écologue d'avoir découvert une espèce ou décrit une nouvelle espèce. T'as Ouais. t'as déjà trouvé une espèce, toi, ou pas? Alors moi non, mais on a notre collègue Christophe Mazien, qui travaille à l'Université d'Avignon, par exemple, qui a pu décrire des nouvelles espèces d'araignées. Oh, Voilà. ouais, il devait être content quand même. Ouais. C'est un peu la consécration, quoi, quand même. Ça peut être assez sympa, Ça ouais. peut être, ouais, Ouais. j'imagine. Ok, d'accord. Donc, biodiversité, première idée, diversité entre les espèces, quoi. Exactement. La biodiversité, donc on la caractérise par les espèces, mais c'est pas que ça la biodiversité. Ça va également désigner bien la variété, la variabilité surtout du monde vivant sous toutes ses formes. Donc par exemple, au sein d'une espèce, on va retrouver différents individus, différents organismes, et chacun porte des gènes et surtout des combinaisons de gènes qui lui sont propres.
Ok, alors je vois les poupées russes là que tu nous as fait en fait, Ouais. enfin, c'est carré, et je vois aussi la diapo d'après et donc là, laisse-moi deviner, si on voit tous ces gens là, donc ça c'est espèce humaine Ouais, tout et à fait. du coup ça c'est des individus différents qui ont un patrimoine génétique différent, Exactement. d'accord? Chacun va avoir une combinaison génétique qui lui est propre. Ok, Et donc, donc là on est là quoi non on est oui dans organisme en fait, ici, ouais, ouais exactement. voilà, ok ça c'est Et ces organismes vont, dans leur variabilité, se caractériser par cette variété de gènes. Voilà. ok, Et donc, dès qu'on perd un individu, quelque part, on perd de la biodiversité, puisqu'on va perdre un pool de gènes qui lui est propre. oui parce qu'il est unique en fait. Exactement. Du coup donc en Tout à fait fait. moi et toi on participe en fait à la Tout à biodiversité. fait, exactement. Ok, nickel. Ok, et du coup, qu'est-ce que alors du coup là, on a fait tout ça là, tout ce qui est là, mais il faut remonter aussi, c'est ça? Non, Exactement. non. Puisqu'en fait, il faut savoir que la biodiversité, elle va également intégrer les êtres vivants et les milieux dans lesquels ils vivent et avec lesquels ils vont interagir. Donc ça veut dire qu'on ne se focalise pas que sur une espèce, mais également tout ce qui se passe aux échelles supérieures. D'accord. Donc là, aux échelles supérieures, tu nous dis d'abord population, c'est ça? Attends, hop, du coup, ah oui, population, on y est là. Alors, effectivement, une population, ça se caractérise par un ensemble d'individus d'une même espèce qui vont vivre dans une zone spécifique. Il faut savoir que les espèces, elles ont en règle générale pas une aire de répartition uniforme, homogène. Elles vont être présentes dans certains secteurs, mais pas dans d'autres. Donc, il y aura une forme d'isolement génétique. Les individus vont pas se croiser les uns les autres parce qu'ils sont éloignés entre deux populations. L'exemple type pour illustrer ça, j'ai pris parmi d'autres exemples le castor d'Europe. C'est une espèce qui avait quasiment disparu, mais qui a recolonisé les cours d'eau français grâce au statut de protection dont il bénéficie maintenant. Et ici, donc, vous avez les données qui ont été publiées par l'Office français de la biodiversité, donc qui date de 2024, où vous avez la présence du castor. Et par exemple, on voit ici que dans le Finistère, vous avez des individus, des castors qui sont présents, qui sont relativement déconnectés des autres d'un point de vue géographique. On voit que les plus proches se situent ensuite dans le bassin de la Loire. Donc ici, on a une population qui est propre, qui est isolée génétiquement, mais on est bien toujours sur la même espèce, qui est le castor d'Europe. Donc le castor breton, c'est une population. Par contre, là, on voit qu'il y a des rivières qui sont pas loin. Peut-être celles-là, elles sont. Est-ce que ça fait deux populations ou pas? C'est pas sûr, quoi. Parce que là, il y a présence probable. Donc du coup, il y a peut-être des mélanges là Il y a ici. possiblement effectivement des D'accord. mélanges, et en règle générale, c'est surtout les flux génétiques qui vont s'opérer, qui vont faire qu'on considère qu'il y a une population séparée ou pas. Oui, parce que du coup, les castors bretons, ils sont génétiquement, du fait de leur séparation, un peu différents. Ils ont pris des Exactement. chemins un peu génétiques différents des autres. Exactement. Avec possiblement des adaptations au milieu qui est propre dans le Finistère. Oui, j'imagine, effectivement. Il faut aimer le chouchen et le Queen Yemen. Je me pardon, désolé pour ces bêtises. Ok. Alors, au-dessus des populations, je vois communauté. C'est quoi? Ouais. C'est pas les babas cool, là, hein, non? Non, C'est rien à voir. quoi? Ok, rien à voir. Alors, voyons de quoi il s'agit. Communauté. Ah oui, c'est là, c'est cette diapo. C'est ça. Alors communauté, on peut aussi utiliser le terme de biocénose. C'est tout simplement l'ensemble de toutes les populations d'espèces qui vivent dans une zone déterminée, sachant que ces populations, elles vont interagir entre elles, soit directement parce qu'il y a une espèce qui va manger l'autre, soit de façon plus indirecte. Donc vraiment, c'est pour une zone donnée, et bien tout le vivant qui va être présent là. Alors D'accord. parfois, il y en a certains qui ont tendance à créer des sous-ensembles au sein de cette biocénose et qui vont parler plus spécifiquement, par exemple, de la communauté de pollinisateurs, ce que je vous ai mis ici, ou la communauté de prédateurs. Ok, donc ça c'est communauté parce qu'on a fait un focus sur ceux qui sont un peu similaires, mais sinon ça peut être, il peut y avoir ce qui mange les insectes par exemple, Exactement. Toutes les espèces qui vivent dans le même dans- endroit et qui interagissent entre elles. ça c'est une C'est une communauté. communauté ou biocénose. Ouais, tout à D'accord. fait. Et alors c'est quand même assez proche d'écosystèmes, non? Alors, c'est très proche, c'est un des deux grandes composantes de l'écosystème. Dans l'écosystème, on va tout simplement rajouter la dimension physique du Eh milieu oui, et oui, chimique, ce qu'on appelle le biotope, tout simplement. Donc d'accord. l'écosystème, c'est tout simplement un système biologique qui va être composé d'une ou de plusieurs communautés d'êtres vivants qui vont interagir entre eux et qui vont interagir avec leur environnement. Par exemple, par les excréments qu'un animal va déposer, il va y avoir des transferts de matière dans le sol, on va avoir des modifications physiques du biotope, et donc toutes ces interactions-là constituent l'écosystème. D'accord. Donc les écosystèmes, ça peut être assez petit, comme ça peut être assez grand. Exactement. Quelques exemples de mini-écosystèmes, de très gros écosystèmes. Et ben, un écosystème, ça pourrait être un arbre qui va être isolé au cœur d'une ville, par exemple. S'il Ça, n'y a c'est plus un du béton autour, écosystème. on pourra le définir comme étant un écosystème, puisque les êtres vivants qui y vivent sont
déconnectés du reste, mais vont interagir entre eux au sein de cet arbre. Ah oui, 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 c'est vrai qu'on peut envisager effectivement les services écosystémiques que rend un arbre de rafraîchissement ou bien tout simplement de plaisir visuel, Tout à fait. etc. Oui, donc en fait un arbre peut être, enfin s'il est isolé, c'est un écosystème. Exactement. Ok, oui, bon, c'est un écosystème un peu spécial. Alors, c'est un micro-écosystème, on est Ouais. bien d'accord. Voilà. Ok, et à l'inverse, un très gros écosystème. Alors, un très gros écosystème, ça pourrait être une grande forêt tout simplement, ou un grand lac, et on va même parler de l'échelle supérieure qui sont ce qu'on appelle les macro-écosystèmes. C'est également ce qu'on appelle des biomes ou des aires biotiques. Ah oui, C'est ce qui est représenté ici, qui en règle générale sont définis par les communautés végétales dominantes. Donc par exemple, si on regarde ce qui se passe au niveau de l'équateur, on retrouve ce qu'on appelle les forêts sempervirantes tropicales. Si on va plutôt vers les latitudes polaires, on va retrouver de la toundra ou de la taïga. D'accord. hmm. Donc ces biomes, ce sont en règle générale la latitude qui va déterminer quel biome on va retrouver. Oui, ils sont reliés au climat aussi, hein, Oui, donc, du coup, directement. ok. Et donc les écologues, ils essaient d'identifier ces différents biomes, voilà, ok. Ils Exactement. classent en fait les Ouais, écosystèmes tout à par fait. biome en fait. Exactement. Ok, je finis par comprendre. Ok, impeccable. Là, est-ce qu'on a fait le tour là de la biodiversité ou tu as encore d'autres Alors, trucs? là, on a fait à peu près le tour de ce qu'est la biodiversité. Ouais. Bon, merci. Alors, deuxième question, cette biodiversité, on s'inquiète à son sujet, Mhm. mais quelle a été son évolution de long terme? Est-ce que tu peux nous raconter un peu son histoire, vite fait, hein, parce que j'imagine que ça doit être super compliqué. Alors, c'est relativement complexe, mais quand on prend la biodiversité comme un pool d'espèces, un nombre d'espèces, ce qu'on constate, c'est que depuis l'apparition de la vie, on a eu en règle générale une augmentation au fil du temps du nombre d'espèces. Donc il y a des phénomènes qu'on appelle de spéciation, où à partir d'une espèce, on va pouvoir en avoir plusieurs qui vont se former par tout simplement des isolements reproducteurs, qui vont faire que des individus vont de moins en moins être capables de se reproduire entre eux, et on pourra arriver à plusieurs espèces. Donc au fil du temps, on a eu comme ça une augmentation moyenne du nombre d'espèces. On a également des disparitions d'espèces communes, d'accord? Mais le bilan va être plutôt positif. On va avoir une augmentation au fil du temps. Donc ici, vous avez représenté, alors ici, c'est pas le nombre d'espèces, mais c'est le nombre de familles d'espèces d'animaux marins depuis le Cambrien. Ah, Eh bien, on animaux marins, s'aperçoit d'accord, ok. qu'on a eu une augmentation constante du nombre de ces espèces-là, enfin de ces familles-là. Donc du coup, croissance globale, mais, hein? Mais des accidents, même plus que des accidents, puisqu'on parle d'extinction massive ou de crise biologique, ce sont des phases durant lesquelles effectivement on va avoir un très grand nombre d'espèces qui va disparaître. Donc on estime qu'il y a eu 5 grandes crises, alors il y en a eu d'autres bien évidemment, hein, mais qui n'ont pas les mêmes statuts. Donc 5 extinctions de masse. La plus connue, c'est bien évidemment la crise qu'on appelle la crise KT il y a 65 millions d'années, qui a vu la disparition des dinosaures, mais également dans les milieux marins, par exemple, la disparition des ammonites qui ont disparu à ce moment-là. Et la crise la plus terrible en termes de perte de nombre d'espèces, c'est probablement la crise permo-triassique qui a vu la disparition de 95% des espèces marines. Ah oui, Quelque chose d'extrêmement important. oui, on l'a évoqué dans les premières vidéos sur l'histoire du climat. Mhm. Et il me semble, du coup, enfin, je me rappelle que c'est une crise qui est due à un réchauffement hein, très fort, alors que d'autres crises sont en fait, elles, plutôt des phases glaciaires. Donc en Ouais, fait, il y a différentes causes, hein, différentes de exactement. ces extinctions. Tout à fait. Ok. Ça peut être Et en également des plus, les astéroïdes. météorites, ça fait une Exactement. troisième cause possible de Tout ces à fait. évolutions. Ok. Donc la biodiversité, elle aurait une espèce de tendance, pourrait être optimiste si on regarde sur sa dynamique de fond, mais par contre, elle peut subir des très importants reculs, hein, ce qui fait Exactement. que voilà, il faut quand même la protéger parce que Tout voilà, à fait. elle est pas hors d'atteinte. Du coup, là, c'était quoi l'idée là? C'était quoi? Oui, la définition d'une crise biologique, c'est ça l'idée? Exactement. Donc ces crises biologiques ou extinctions massives, même si elles ont des origines différentes, comme tu as pu le dire, elles se définissent à peu près de la même façon. Ce sont des périodes assez courtes, alors à l'échelle des temps géologiques bien évidemment, donc quelques centaines de milliers, voire quelques millions d'années, mais pas plus, durant lesquelles un grand nombre d'espèces, on va considérer qu'il faut qu'il y ait au moins 50% des genres et 10% des familles qui disparaissent, et il faut que cela soit simultané à l'échelle du globe. D'accord? Donc c'est ces trois grands critères qui font qu'on va considérer qu'on a face à soi une crise biologique ou pas. D'accord. Ok. Et là, on est quand même pas à ce niveau-là, là, en ce moment, là. Alors, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais par contre, on va voir qu'on est sur des taux d'extinction
qui ressemblent très fortement à des taux d'extinction qu'il y a pu y avoir durant ces phases-là. Waouh! Alors on parle beaucoup, de la disparition des insectes, par exemple, mais est-ce que ça touche, toutes les espèces en particulier? Est-ce que ça touche aussi les plantes, en fait, la réduction de la biodiversité? Oui, tout à fait. Alors si tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît. Il y a une étude, par exemple, qui a quantifié cela. Alors c'est une étude qui date de 2019, mais dans laquelle ils ont regardé à l'échelle de la planète quelles étaient les extinctions de plantes depuis 1750 et ils ont constaté qu'il y avait à peu près 600 espèces de plantes qui avaient disparu depuis 1750. Alors 600 espèces de plantes sur les plus de 400 000 qu'on a vues, comme ça paraît assez C'est dérisoire. ça. Mais sur le pas de temps qui est celui-ci, on est sur des taux d'extinction qui sont 500 fois supérieurs à la normale. C'est-à-dire que c'est des taux d'extinction qui sont beaucoup plus rapides que ce qui se passerait naturellement. Ah oui, parce qu'il y a toujours quand même des espèces qui, naturellement, disparaissent, Exactement. mais pas à ce rythme, en Mais fait. pas ce rythme-là. Là, on est vraiment sur des rythmes 500 fois supérieurs. Et OK. comme on le voit, ben, ça concerne toute la planète. On voit vraiment que tous les continents sont concernés par cette disparition d'espèces. Donc là, on est vraiment sur un des critères de la définition de crise biologique, qui est à la fois une disparition d'espèces et également le fait que ce soit universel. Pour les animaux, du coup, où est-ce qu'on en est là? C'est Alors, c'est chez les vertébrés pour lesquels on a le plus de données, puisque ce sont des gros animaux, hein, pour lesquels les espèces sont relativement bien suivies. Mais une autre étude donc, a montré qu'il y avait environ 600 espèces de vertébrés qui ont disparu du milieu naturel depuis le Moyen Âge. Alors, même chose, 600 espèces, ça paraît pas tant que ça, mais ça représente quand même à peu près 1,5% des espèces qui ont disparu. Et donc là, on est sur des taux d'extinction qui sont 100 fois supérieurs à ce qui se passe en temps normal. ah oui, c'est pas négligeable non plus, hein. C'est pas négligeable non plus. OK. Et si tu mets la diapositive suivante, ici, tu as représenté donc ces extinctions d'espèces et on voit que même chose, c'est quelque chose qui est universel, pardon, qui touche à peu près tous les continents. D'accord, on est quand même, visiblement là, on parle de toutes les espèces. L'Afrique et l'Europe ont l'air moins touchées quand même. Enfin, nous, on n'est pas très concernés ou pas? Alors, effectivement, il y Ah a, non, ça c'était je regardais en haut, mais oui, ça reste quand même pas si nombreux ici. oui, Ah mais alors, les Amériques, elles prennent cher, hein? ouais, tout à fait. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, ça va dépendre bien évidemment du nombre d'espèces qui existent. Et on n'a pas le même nombre d'espèces, par exemple, entre l'équateur et les latitudes plus tempérées. Donc là où il y a plus de diversité, forcément, les risques d'extinction sont plus élevés. Mais surtout, par exemple, ce qui se passe en Europe, c'est que des espèces ne se sont pas éteintes, mais par contre, il y a beaucoup de populations qui ont disparu. D'accord, D'accord? OK. Et donc justement, si tu peux mettre la suivante, on a pu établir donc dans cette même étude qu'il y avait 237 000 populations de vertébrés qui ont disparu depuis 1500. Donc l'espèce en elle-même n'a pas disparu, mais le nombre de populations s'est effondré, littéralement. D'accord, elles sont plus nécessairement, aux mêmes endroits, quoi. En gros, il y a des endroits Alors, dont elles ont plus. les aires de répartition, très souvent, se sont réduites Ouais. énormément. Les populations se retrouvent de plus en plus éloignées les unes des autres. Et tout ça, ça a contribué bien évidemment à un déclin de la diversité génétique et également à un déclin des flux génétiques qui vont exister entre populations. Mmh mh. OK. Et alors on parle beaucoup, des oiseaux et des insectes. Du coup, pour les oiseaux alors là, c'est quoi cette diapo? Explique-moi. Alors, Ah oui, les oiseaux. c'est pour te dire donc qu'il y a un déclin des populations, mais avant ça, ça va passer bien évidemment par un déclin des individus. Mmh. Pour arriver à l'extinction de populations puis d'espèces, ça commence par une diminution du nombre d'individus. Et cette étude donc, qui a été réalisée à l'échelle européenne a montré qu'il y avait un déclin général de 25% de l'abondance des oiseaux, avec donc des déclins différents selon qu'on est sur des oiseaux de milieu agricole, urbain, etc. Mais toujours est-il que depuis 1980, à l'échelle européenne, on considère qu'il y a 800 millions d'oiseaux en moins. Donc les espèces n'ont pas disparu, mais par contre le nombre d'individus s'est effondré et avec lui, les combinaisons génétiques également qui existaient préalablement se réduisent à peau de chagrin. C'est l'étude qui cherche les causes aussi, celle-là, là? Alors c'est effectivement une étude qui va s'intéresser aux causes. Ah du coup, c'est la seule que j'ai lue, je crois, de toutes tes références, je pense. Waouh, OK, non, bah, bref, c'est pas glorieux, mais d'accord. Et donc vraiment, il y a un déclin très très fort, surtout dans les milieux agricoles, où là, il y a plus de une espèce sur deux qui a vu ses effectifs s'effondrer. OK, d'accord. Alors, ouh là, c'est un peu flou, mais quelle est l'idée que tu veux nous faire passer ici? Alors, l'idée qu'il y a ici, c'est tout simplement, comme je te le disais précédemment, qu'en règle générale, une disparition, elle ne se fait pas du jour au lendemain.
On a tout simplement en fait un nombre d'individus qui va se réduire, puis un nombre de populations qui va Ouais. disparaître. Et à ce moment-là, on va pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle un vortex d'extinction. C'est-à-dire que par cette perte de diversité génétique et par cette consanguinité, on a une perte des capacités d'adaptation à ce nouvel environnement, cet environnement qui est en train de se transformer. On a une diminution de la survie, de la reproduction, donc un nombre d'individus qui va se restreindre de plus en plus jusqu'à arriver à l'extinction totale de la population et possiblement de l'espèce. C'est des choses dont on a entendu parler, par exemple les collapses de poissons, ça peut Mhm. être des trucs de ce genre, des Exactement, vortex? ça peut être tout à fait ça. D'accord, c'est-à-dire que c'est pas linéaire en fait. Il y a un moment donné où la boucle d'extinction se nourrit d'elle-même et ça s'augmente en fait. Exactement. Et pour les espèces, en règle générale, on est capable de caractériser un nombre minimum d'individus nécessaires pour maintenir l'espèce en vie. Ah Et on ouais. sait que passant en dessous de ce seuil-là, eh bien l'espèce risque de C'est s'éteindre. pour ça que la conservation n'est pas toujours facile parce que il y a des seuils en quelque sorte minimaux pour éviter Exactement. de rentrer dans Alors, ces dynamiques. la bonne nouvelle, c'est que parfois certains seuils avaient été établis, et puis même en mettant en place des Hmm. programmes de conservation en dessous de ce seuil-là, on a été capable de reconstituer des poules d'espèces assez importants. Ok, il y a de l'espoir quand même. C'est pas des seuils, je dirais, totalement Non, en exactement. béton quoi, hein. Mais ça nécessite une Mais ça implication nécessite. très très forte de l'être humain. Ok, je comprends. Ou alors, on voit bien quand on roule hein, en voiture qu'on a de moins en moins d'insectes sur le pare-brise. D'une certaine manière, ça, c'est pas une horreur. Mais bon, évidemment, il faut pas considérer ces questions avec nos petites œillères de conducteurs. Donc, il y a de grosses pertes sur les insectes, hein. On entend Tout dire à que. fait. Et il y a des études, hein, même d'ailleurs, qui s'appuient sur sur cette quantification par les pare-brises. Alors l'étude qui Oui, a enfin, fait... ils mettent quand même ils mettent pas des capteurs devant les autos là pour essayer de. Oui, il me semble. C'est quand Ouais. même pas que les pare-brises, mais oui, c'est sur les voitures. Et l'étude qui a probablement le plus fait parler, c'est une étude qui date de 2017, qui a été réalisée en Allemagne, dans laquelle ils ont quantifié donc ce qu'on appelle la biomasse, c'est-à-dire le poids cumulé de tous les insectes volants, spécifiquement les insectes volants, Ok. qui ont été capturés dans les zones protégées. Et donc il y a la même étude qui a été faite à 27 ans d'écart. Et ce qu'ils ont pu constater, c'est que cette biomasse, ce poids de tous les insectes volants, avait diminué de 75% en moins de 30 ans. Donc, Waouh. bien évidemment, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des espèces qui ont disparu, mais par contre, le nombre d'individus, lui, s'est totalement effondré. Ça Et fait donc, quand même. 75%, c'est vraiment considérable. D'accord. Insectes volants. Insectes volants spécifiquement, tout à fait. Insectes volants. Mm. Ah, mais c'est ahurissant. Ouais. Ah ben, j'aurais pas dit ça quand même, vu le nombre de moustiques que je me tape ici, mais bon, ok, globalement, il y a quand même une incroyable disparition en fait des insectes volants, Tout quoi. à fait. Mais par contre, pour revenir sur le moustique, si tu peux passer à la Ah, diapositive ok. suivante, on a effectivement des espèces qui s'en sortent mieux que d'autres. Ah oui, ok. Et ici, par exemple, tu as une étude qui a été réalisée par l'IUCN, donc qui s'intéresse à la conservation de la nature, dans laquelle ils ont classé ici pour 5 ordres d'insectes le fait qu'on va retrouver certaines espèces qui sont en déclin, d'autres qui sont stables, et d'autres qui voient même leurs effectifs augmenter. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une inégalité, par exemple chez les orthoptères, donc chez qui on va retrouver les criquets, les sauterelles, etc. On a quasiment 100% des espèces qui sont en déclin. Par contre, si je prends les odonates, par exemple, donc les libellules et les demoiselles, là, je suis plutôt sur 20% des espèces qui sont en déclin, et on le voit, quasiment 80%, 75% des espèces qui sont relativement stables. Il y en a même quelques espèces qui sont en augmentation. Voilà. Ça s'explique notamment par le fait qu'on va mettre en place des programmes de conservation pour ces espèces qui vivent dans des milieux très faciles à cibler, comme des zones humides, et on peut permettre à certaines espèces de se remettre dès lors qu'on les conserve. Alors que la sauterelle, Alors, bah déjà, chez les sauterelles, on va retrouver des ravageurs, donc ça oui, peut faire en sorte qu'on ne souhaite pas les conserver. Et en plus, très souvent, on va les retrouver dans des milieux de type prairiaux. Et effectivement, les prairies sont beaucoup moins conservées que les zones humides, etc. d'accord. Alors, même si certaines espèces s'en sortent bien et la majorité moins bien, ce qu'on observe, c'est que chez les insectes, pour à peu près 2 tiers des espèces, il y a un déclin de l'abondance des espèces qui est de l'ordre de 45%. Donc on a quand même une très grande majorité d'espèces d'insectes qui sont en phase de déclin. D'accord. Et alors du coup, évidemment, ça affecte les oiseaux, je suppose, hein. Enfin, je veux dire, il y a une relation entre les deux, puisque
les oiseaux se nourrissent en partie Exactement, il y a beaucoup d'insectes, d'espèces quoi. d'oiseaux qui se nourrissent d'insectes. Et comme on l'a vu, hein, cette notion d'interaction, elle est importante quand on s'intéresse à la biodiversité. Mm. Alors, il y a une étude qui a essayé de quantifier ça, si tu peux mettre la suivante, s'il te plaît. C'est la suivante. C'est ça, c'est une étude qui a été réalisée en Amérique du Nord, dans laquelle ils ont regardé quelle était l'évolution dans l'abondance des différentes espèces, selon qu'elles soient majoritairement insectivores ou non. Hmm. Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, pour les espèces qui sont insectivores, donc celles que tu as à gauche, on a eu un déclin qui a été très très important dans leur abondance, alors que les espèces qui ne sont pas strictement insectivores, elles, ont plutôt des populations qui sont relativement stables. Qui mangent des baies, qui mangent des... Exactement. Donc ça tend, effectivement, cette étude tend à montrer que le déclin des insectes est responsable en très grande partie du déclin des oiseaux. Je pige. Ok, ok. D'accord. Dis-moi, j'avais juste une question là. J'ai lu récemment que en fait une grosse partie de la biomasse, en fait, c'était les vers de terre, et qu'en fait il y a beaucoup de vie sous le sol aussi. Elle est touchée aussi. Elle est directement impactée, effectivement. Alors, on le verra la prochaine fois par différents facteurs, ça peut être par le réchauffement climatique, par les pollutions, mais effectivement, ce compartiment-là est également très touché. Donc, tu as bien montré que les insectes, les oiseaux, par exemple, ils étaient en forte baisse. Bon, est-ce que pour nous, c'est une vraie catastrophe ou pas? Parce que franchement, il y a pas mal, il y a aussi des espèces que l'humanité a fait disparaître volontairement, hein, Mhm. parce qu'elle l'embêtait. On a quand même démoustiqué pas mal aussi à la Camargue, etc. Donc, bon, voilà, c'est quoi l'enjeu pour nous? Pourquoi ça devrait susciter notre inquiétude, ces baisses de biodiversité? Alors, bah, il y a un enjeu bien évidemment déjà philosophique de base, hein, qui est celui de conserver la biodiversité, qui reste relativement important. Il y a Ok. également le bien-être, hein, ça c'est très documenté, que va nous procurer le fait de se balader dans la nature. On sait par exemple que écouter des chants d'oiseaux quelques minutes par jour, ça augmente l'espérance de vie. D'accord? Donc Oh, si, tout à fait, il y a une étude qui est récente qui est parue la semaine dernière là-dessus. Donc ok. ça a vraiment un impact très positif sur nos vies. Et également, il y a un impact strictement économique, voire même de sécurité alimentaire, puisque par exemple, la pollinisation d'un grand nombre d'espèces de plantes qu'on cultive vont dépendre directement de l'action des insectes. Donc si tu peux mettre la diapositive suivante, s'il te plaît, c'est ce qui est représenté ici. Alors c'est variable hein, selon les plantes cultivées, mais si je prends par exemple les cucurbitacées, donc le melon qu'on est en train de manger hein, actuellement cet été, ben, il est directement dépendant de la pollinisation des insectes. Tous les cucurbitacées, de façon générale, sont très fortement dépendants des populations d'insectes pour la pollinisation, mais c'est également le cas des pommiers, des cerisiers, etc. D'accord? Donc ici, on est capable en fait de monétiser, de se représenter combien nous rapporte justement ce service écosystémique de pollinisation. On estime qu'en France, ça représente 2,3 à 5,3 milliards d'euros par an, d'accord, qui sont prodigués par les insectes, avec bien des impacts différents selon les bassins de production. Donc nous, dans la région, par exemple, ici, on produit beaucoup eh bien, de fruits, comme les pommes, les cerises, mais également des melons. Et donc, on le voit sur cette carte ici à droite, qu'on est très fortement dépendant de la pollinisation assurée par les insectes. Alors attends, parce que je suis tombé l'autre jour sur un podcast de Chaleur Humaine, je crois, où vous expliquez que pour le cassis, comme il y a une abeille spéciale qui est bien taillée pile poil pour le cassis, Mhm. la réintroduction de cette abeille qui a disparu multipliait les rendements par 5. Mm. Je veux dire, c'est hallucinant. Et, bref. Ok, donc je te crois tout à fait, du coup, d'autant que la tarte à la cassis, c'est vraiment un truc, et la confiture de cassis, c'est super important. Donc en fait, vivent les insectes, du coup, hein, Ouais, tout à pour fait. la production agricole, Exactement. enfin, en particulier sur certaines plantes, hein. Pas- Tout à fait, oui, exactement. C'est vraiment, ça concerne vraiment certaines plantes. Alors là, on a parlé de la France, mais si on regarde ce qui se passe à l'échelle mondiale, on est sur des représentations qui vont de 800 à 1300 milliards d'euros par an. Donc ça représente 1 à 2% du PIB mondial qui est directement attribuable à la pollinisation par les insectes. D'accord. Bon, là, du coup, il y a une responsabilité du changement climatique, mais c'est quand même aussi beaucoup les pesticides, hein, et Exactement. les modèles agricoles qui sont responsables de cette perte de pollinisation. Exactement. Et ça sera justement le sujet de la prochaine vidéo où on Sur la, abordera ces causes-là. sur la question des responsabilités. Exactement. D'accord, ok, impeccable.